Bonjour à tous, bienvenue à ce Facebook en direct. Donc, on a eu quelques problèmes techniques ce matin avec la première diffusion, donc j'ai décidé de tout simplement l'enlever et de le refaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne, en fait, le jeûne comme étant un mode alimentaire, une façon de s'alimenter, et les bénéfices santé en fait, du jeûne, les raisons biologiques aussi, des effets biologiques, des effets bénéfiques du jeûne. Donc, j'ai décidé de vous parler du jeûne, entre autres, dû à la publication d'un article scientifique fort important en décembre de cette année dans le New England Journal of Medicine. Donc, c'est un article publié par un chercheur américain qui est un ancien élève d'un chercheur dans le domaine du vieillissement. Donc, il y a des parallèles entre le jeûne et le vieillissement qui sont fort importants. Donc, je vais vous expliquer des choses aujourd'hui qu'on explique très rarement au niveau du jeûne et de son importance pour la santé. Je suis Éric Simard, je suis un chercheur dans le domaine du vieillissement. On fait de la recherche de pointe avec l'Université Concordia depuis 2013 déjà. Et je suis docteur en biologie. J'ai écrit 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé. Je suis aussi un membre nommé de la Commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Pour en savoir plus sur moi-même, en fait, et mes activités, donc les conférences, les entrevues, même les émissions de télévision, je vous invite à consulter mon site internet professionnel qui est le esimard.com, donc www.esimard.com. Donc aujourd'hui, on va parler du jeûne. J'en ai parlé déjà dans 2 articles que j'ai écrits sur le blog de Vitali. Donc, on a 10 professionnels de la santé qui collaborent au blog de Vitali. Je vous invite à en prendre connaissance. Il y a beaucoup d'informations en ligne. J'en ai parlé dans 2 articles. Je vais parler de différentes facettes, en fait, dans les prochains articles aussi que je vais écrire sur le blog de Vitali. Et je vais probablement refaire un autre Facebook en direct pour reparler du jeûne, aller plus profondément dans différentes facettes, donc que vous voulez, entre autres les facettes sur lesquelles vous posez des questions. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les bases biologiques. Je vais vous parler de 4 facettes différentes. Euh, L'évolution et l'apport en calories. L'apport en calorique toujours égal, en fait, actuellement, dans la façon dont on mange habituellement. Qu'est-ce qui se passe si on ne mange pas suffisamment? Et je vais terminer en parlant de qu'est-ce qui se passe si on alterne, en fait, le fait de manger et de ne pas manger. Donc, premièrement, au niveau de l'évolution, c'est une facette bien importante à comprendre, c'est que l'espèce humaine a évolué non pas en mangeant 3 repas par jour et 2 collations, comme on peut penser, comme on pourrait s'imaginer. C'est très simple, hein? On peut, entre autres, prendre connaissance de ce qui se passe dans l'émission. Il y a une émission de télévision que j'ai trouvé fascinant de voir. Ils mettent des gens en forêt, donc des gens qui sont en fait des spécialistes souvent même de la vie en forêt. Ils les mettent en forêt avec seulement un couteau et un contenant en fait pour cuisiner. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ces gens-là vont perdre 15 à 20 kilos sur une période de 3 semaines, un mois, tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables de manger suffisamment. Donc, leur premier objectif à tous les jours va être de trouver de la nourriture. Donc, on peut s'imaginer que l'espèce humaine a évolué en cherchant justement chaque jour de la nourriture et en ayant en fait des périodes imposées de jeûne, donc qui n'avaient pas des jeûnes volontaires, mais des jeûnes imposés. On a donc développé des processus physiologiques pour faire face en fait aux périodes dans lesquelles on n'était pas capable de manger. Donc je vais y revenir, on va en parler. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si on a des apports caloriques toujours égaux dans la vie de tous les jours? Donc, quand on mange, en fait, nos cellules vont se nourrir du glucose qui va se libérer en circulation sanguine. Ça va être la première source d'énergie que nos cellules vont aller utiliser. Les cellules vont utiliser le glucose. Si on a trop de glucose de disponible, le foie va en premier lieu produire le glycogène, qui est une réserve en fait énergétique à court terme qu'on va retrouver au niveau du foie. Donc, ça va être la réserve de glycogène. Et une fois que la réserve de glycogène est pleine, le foie va utiliser les ressources énergétiques disponibles, en fait, qui sont à sa disponibilité pour produire des lipides qu'on va transporter en circulation sanguine sous forme de triglycérides. Donc, les triglycérides sanguins, leur objectif, c'est de permettre le transport, en fait, des lipides dans le sang, parce que les lipides sont généralement pas solubles dans l'eau, donc ça n'a pas une façon de les transporter. Et quand on a un apport énergétique trop important, le foie va produire des triglycérides qui vont être transportés en circulation sanguine pour être stockés comme source d'énergie à long terme. Donc, on a l'énergie à court terme qui est le glucose, l'énergie à court et moyen terme qui est le glycogène du foie, et l'énergie à long terme, donc, qui va être le gras qu'on va emmagasiner au niveau du corps. En passant au niveau de toute la relation entre l'insuline, le sucre et le faux sucre, je vous invite à prendre connaissance de l'article qu'on a mis en ligne hier sur le blog de Vitali, qui s'appelle Insuline, sucre et faux sucre, bon ou mauvais.
C'est un article qui nous vient de Dr. Lambert, qui est un médecin de famille, qui explique donc les bases derrière l'insuline, son rôle dans l'organisme et les effets négatifs aussi que l'insuline peut avoir sur l'organisme à moyen et long terme selon notre consommation alimentaire. Ceci étant dit maintenant, au niveau de la capacité d'emmagasiner les graisses, il faut comprendre qu'on a développé des capacités avec le temps d'emmagasiner des graisses dû au fait qu'on allait passer à travers des périodes de jeûne. Le meilleur exemple qu'on a pour l'espèce humaine, c'est la femme. La raison pour laquelle les femmes ont tendance à emmagasiner plus facilement la graisse même que les hommes, c'est que pour la femme, c'est extrêmement important quand elle allait avoir tout simplement un bébé, d'être en mesure d'avoir la disponibilité des lipides pour le lait, pour l'allaitement, parce que le lait est très riche en lipides, pour l'énergie pour le bébé, mais de l'autre côté aussi d'avoir des réserves suffisantes pour lui permettre d'être en mesure de ne pas se déplacer pendant une certaine période de temps et peut-être ne pas avoir accès à la nourriture. Donc la femme était dépendante forcément pendant une certaine période de temps de l'apport en nourriture, en fait, que le mâle pouvait lui apporter en espérant que le mâle soit avec. Hein? Donc, c'est la raison pour laquelle les femmes ont une plus grande capacité à emmagasiner de la graisse. Donc, gardez à l'idée, en fait, que tout le processus est tout à fait normal, c'est naturel, et que c'est notre capacité à aller utiliser cette graisse-là qui est important de développer et qu'on peut développer avec le jeûne intermittent, entre autres, ou le jeûne. Donc, ici, un élément fort intéressant pour comprendre les bénéfices du jeûne, c'est les aspects génétiques derrière, en fait. C'est les outils que nos cellules vont utiliser pour aller chercher l'énergie. Donc, en génétique, puis là, ici, en fait, je vais vous parler de l'épigénétique, entre autres. Il y a un article aussi sur le blog de Vitali qui porte sur la génétique qui se nomme « Ne soyez pas l'esclave de votre génétique ». Il vous donne des bases, en fait, aussi au niveau de la génétique. Donc, la génétique est l'information que les cellules vont utiliser pour le développement, la croissance, la maintenance, le métabolisme, toute la production énergétique, en fait, toute l'information des cellules est stockée au niveau de notre génétique. C'est une bibliothèque qui va contenir plusieurs dizaines de milliers de livres sur des sujets différents. Donc, il y a des livres qu'on va avoir référence seulement au début de notre vie, il y a des livres qu'on va avoir référence plus tard dans notre vie. Ici, ce qui est important de comprendre, en fait, au niveau de la génétique, c'est que les cellules vont garder à leur disponibilité les livres qui sont les plus importants, qui ont besoin le plus fréquemment. Donc, et ici, si on fait un petit parallèle donc avec le jeûne puis avec l'apport énergétique toujours égal de l'organisme, pour bien vous amener à comprendre, c'est que si on mange toujours de façon très égale, 3 repas par jour, 2 collations, et qu'on n'a jamais faim, que l'organisme n'a jamais besoin d'aller puiser dans ses réserves à long terme que sont les graisses, les cellules ne vont pas garder l'accès aux livres qui permet d'aller dégrader les graisses très facilement. Donc, on a de l'information génétique qui nous permet de dégrader les graisses très facilement, qui va être accessible selon nos besoins. Et ça, c'est très bien démontré. Un parallèle intéressant avec l'activité physique. Les gens qui font de l'activité physique génèrent une quantité plus importante d'oxydation systémique. Donc, l'oxydation, tout simplement, par la production d'énergie. L'organisme va répondre en produisant une quantité beaucoup plus importante d'antioxydants. La production antioxydante de l'organisme va être beaucoup plus importante que la production d'oxydation, ce qui fait en sorte que les gens qui font de l'activité physique ont beaucoup moins d'oxydation que la moyenne des gens, malgré le fait qu'ils en produisent beaucoup plus d'oxydation. C'est parce que la défense contre l'oxydation va être plus importante que le besoin. Et c'est la même chose, en fait, dans la question de la dégradation des graisses. C'est que les gens qui ont accès, en fait, qui ont besoin de dégrader les graisses comme source d'énergie, vont maintenir l'information à leur disponible au niveau de leurs cellules, ce qui va faciliter l'accès aux cellules à la machinerie nécessaire pour aller utiliser les graisses et mieux contrôler le poids corporel. Donc, il y a un aspect donc dans le métabolisme humain, dans le contrôle du poids corporel, qui est relié à l'accessibilité à l'information, qui va dépendre de la façon à laquelle on l'utilise, en fait, de la fréquence à laquelle on va l'utiliser. Donc, ça va de soi aussi que pour le jeûne, la fréquence va dicter la quantité, le niveau de bénéfices santé aussi. Si vous jeûnez une fois par année, c'est le même processus que quelqu'un qui ferait de l'activité physique une fois par année, ça ne va rien changer. Ce n'est pas suffisant. Ça prend une certaine fréquence pour amener un bénéfice plus élevé. Donc, si on ne mange pas suffisamment, qu'est-ce qui se passe? C'est que, d'un, le glucose sanguin va baisser, le foie va utiliser par la suite le glycogène, qui est la ressource à court et moyen terme, et une fois que le niveau de glycogène va baisser à un certain niveau en circulation sanguine, le corps humain va amorcer la dégradation des lipides en se disant, là, ça nous prend une autre source d'énergie. Il va se passer deux choses. On va donc amorcer la dégradation des graisses corporelles pour produire les cétones comme source d'énergie. Donc, cétone, le terme qui nous vient aussi
à l'origine donc de la diète cétonique, parce que les gens qui font de la diète cétonique coupent l'apport en glucides de façon très générale, de façon à forcer l'organisme à utiliser les cétones comme source d'énergie, les graisses, les gras qui vont être consommés. Donc, le corps va aller puiser dans les réserves de gras, va produire des cétones qui vont servir de source d'énergie. Il va se produire un deuxième phénomène. C'est que le corps humain va comprendre qu'on est dans une situation critique dans laquelle on va manquer d'énergie, dans laquelle on risque de passer une période de jeûne, et il va réorienter une grande partie de l'énergie à la maintenance et à la réparation. Donc, automatiquement, on va stimuler les mécanismes de maintenance et de réparation pour passer à travers une période difficile. Donc, ce qui va améliorer aussi certaines facettes au niveau de la santé, réduire même les risques d'incidence de certaines maladies, stimuler des processus comme, entre autres, l'autophagie, en fait, pour ceux et celles qui s'y connaissent. Donc, si on ne mange pas suffisamment, il va se passer donc deux choses, hein, pour résumer. On va amorcer la dégradation des lipides et de l'autre côté, on va stimuler tous les mécanismes de maintenance et de réparation. Maintenant, si on alterne, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que c'est intéressant dans le fond. C'est que ces deux mécanismes fondamentaux qui sont bénéfiques pour la santé, le fait d'aller avoir un meilleur contrôle sur le poids corporel et d'augmenter en même temps nos capacités de maintenance et de réparation, c'est des processus qui sont à notre portée selon la façon dans laquelle on va s'alimenter. Donc, si on s'alimente moins, un peu comme pour l'exercice physique, on va stimuler ces mécanismes-là. Et ça va amener un changement métabolique. Donc, ça va améliorer des facettes métaboliques. Maintenant, ici, la question que vous allez avoir sûrement, c'est quoi la période de temps qui est nécessaire? La période de temps nécessaire à amorcer ces processus-là va dépendre de chacune des personnes selon leur niveau d'activité. Et oui, on sait aujourd'hui que les gens plus actifs, en fait, sur une période de 12 heures sans manger, on va déjà amorcer la production des corps cétoniques, donc des cétones. Tandis que les gens qui sont moins actifs, ça va prendre entre 12 et 18 heures pour amorcer les processus de dégradation. Donc, ça va dépendre des gens. Ce qu'on devrait garder ici à l'esprit, c'est que normalement, techniquement, en alimentation humaine, on devrait essayer de s'alimenter toujours sur la période la plus courte possible de la journée, en n'allant jamais sur une période de plus de 12 heures, toujours en moyenne. Donc, c'est relativement facile à faire si vous calculez, là. Si le soir, on ne mange pas après 7 heures le soir et qu'on ne va pas déjeuner le lendemain à 27 heures le matin, on va avoir 12 heures sans manger. Donc, dépendamment des gens, c'est relativement facile d'avoir une période de 12 heures sans manger. Retenez que 16 à 18 heures sans manger, c'est déjà un jeûne. C'est déjà un jeûne, donc, qui va nous permettre donc de produire de plus en plus de cétones, d'aller puiser donc dans les réserves au niveau des lipides. Ici, gardez aussi à l'idée que c'est bien important de ne pas utiliser le jeûne pour soit se donner bonne conscience parce qu'on a mal mangé, parce qu'on s'alimente mal, ou encore parce qu'on a trop mangé. Donc, c'est pas parce qu'on fait du jeûne une fois par semaine qu'on peut se permettre de mal manger. Avant tout, améliorez votre alimentation. Assurez-vous de très bien manger dans une alimentation très équilibrée, très riche en fruits et légumes. Par la suite, considérez la possibilité de faire du jeûne. Maintenant, beaucoup de gens vont penser que le jeûne va nous amener à compenser sur le repas par la suite en mangeant une plus grande quantité, en fait, sur le repas qui va suivre. Et ça, ce n'est pas vrai, en fait. C'est une mauvaise compréhension. C'est que, normalement, le jeûne va induire donc la production de cétones qui, eux, coupent l'appétit, réduisent l'appétit en tant que tel. Donc, les gens qui font de la diète cétonique le savent très bien, ils ont moins faim, tout simplement. Donc, il y a deux grands processus biologiques qui vont réduire la faim reliée au jeûne. D'un côté, c'est les cétones en circulation sanguine, et de l'autre côté, c'est le volume de l'estomac. C'est que le corps humain juge, en fait, si on a suffisamment mangé, entre autres par la distanciation de la paroi de l'estomac. Et la paroi de l'estomac est élastique et va s'adapter à la quantité d'aliments qu'on va manger tous les jours. Donc, les gens qui mangent beaucoup tout le temps ont un estomac beaucoup plus gros que les gens qui vont manger des plus petits repas. Et avec le jeûne, on va amener l'estomac à revenir à un plus petit volume, en fait, à revenir à son volume normal. Donc, généralement, le premier repas après un jeûne, on va avoir tendance à moins manger même, parce que l'estomac va réagir beaucoup plus rapidement à l'étirement, donc, de la paroi. Donc, c'est un phénomène tout à fait biologique. Ceci étant dit, si on revient à la fréquence, il faut comprendre aussi qu'étant donné que les mécanismes cellulaires qui vont nous permettre de dégrader les graisses, qui vont nous permettre de produire les cétones, sont inductibles. Ils sont inductibles en fonction de la fréquence qu'on va utiliser ces mécanismes-là. Ça veut dire que plus on va jeûner, plus ça va être facile de jeûner, meilleur, plus on va avoir une facilité à avoir les bénéfices santé reliés, entre autres au niveau du contrôle du poids corporel, mais aussi pour la maintenance et la réparation de l'organisme.
Donc, la fréquence du jeûne, qu'est-ce que ça devrait être? Écoutez, on va en reparler dans un prochain Facebook en direct, dans lequel je vais vous parler des différents types de jeûne, de la fréquence, des impacts au niveau de la santé. Sachez en fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont jeûner, qui ont un effet très bénéfique, à jeûner soit une fois, 2 fois par semaine, des jeûnes de 16 ou 18 heures. Il y en a qui vont faire 24 heures, il y en a qui vont faire 36 heures. Retenez aussi que le jeûne ne peut pas être appliqué par tout le monde. Ce n'est pas applicable pour tous. Les enfants, les jeunes de moins de 18 ans ne devraient jamais jeûner. Les femmes enceintes ne devraient pas jeûner. Les femmes qui allaitent non plus ne devraient pas jeûner. Et les gens qui ont des problèmes de poids corporel, un très faible poids corporel, ne devraient jamais jeûner, ça va de soi. Il y a aussi des facettes de santé qui demandent des suivis médicaux reliés au jeûne, dont, entre autres, bien sûr, tous les diabétiques. Diabétiques type 1, type 2, on fait extrêmement attention au jeûne. Les gens qui prennent des médicaments, il faut toujours qu'ils se renseignent parce qu'il y a des médicaments qui sont à éviter dans le cas du jeûne qui pourraient dont le métabolisme de ces médicaments-là pourrait changer, ce qui pourrait causer des problèmes de santé ou nécessiter des quantités plus importantes. Les gens qui font de la goutte, c'est à faire attention. Les gens qui font des reflux gastriques aussi, c'est à faire attention. Donc, en espérant que ces informations vous ont été utiles, je vais reprendre l'expérience. Je vais faire d'autres vidéos prochainement, en fait, pour parler des facettes du jeûne, des différents types de jeûne qui est possible d'avoir, en fait, de la fréquence à laquelle on peut l'utiliser, et même des applications cliniques qui ont été démontrées dans la littérature scientifique. Fait que sur ça, en fait, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ça va toujours me faire plaisir de répondre à vos questions sur les réseaux sociaux ou par courriel. Je réponds toujours à toutes les questions qui nous sont posées. C'est toujours un grand plaisir. Donc, merci à tous pour votre attention.